Jusqu'en 2007, le Kenya faisait figure de l'une des démocraties les plus accomplies de l'Afrique. C'était sans compter avec l'élection âprement disputée du 27 décembre de la même année, dont le vainqueur ne fut autre que le président sortant Mwai Kibaki. De nombreux Luo, groupes ethniques accordant leur appui au candidat perdant, Raila Odinga, accusent alors les Kikuyu, groupe ethnique du président Kibaki, de fraude électorale. Dans les mois qui ont suivi l'élection, leurs violentes manifestations ont fait jusqu'à 1500 morts et déplacé 250 000 personnes. Le 26 juillet 2009, le groupe Boko Haram lance une vaste offensive contre plusieurs villes du nord-est du Nigeria. Les combats furent violents. Rien qu'à Bochi, pas moins de 50 personnes décédées. À Maïdougouri, on décompte plus de 100 cadavres. À la suite d'autres attaques, on comptabilisera le 2 août plus de 700 victimes dans la même ville. Pour établir le calme et mater les Boko Haram, le gouvernement nigérian acheminera plus de 1000 soldats vers le nord-est. On s'arrête là. Quand on écoute la plupart des médias sensations, on entend que le problème de l'Afrique est tantôt ethnique et des fois religieux. Une telle médiatisation des faits éloigne la perception des téléspectateurs de la démarche analytique et rationnelle et contribue en plus à entretenir une confusion mentale entre les causes et les effets, ce qui n'est pas propice à la compréhension et encore moins à la résolution des problèmes. Aujourd'hui, sur Canal 3 Monde, dans notre émission À nous les idées, nous avons pour invité Nestor Bidada Nouré. Il est journaliste indépendant, spécialiste de la résolution des conflits qui, pour nous faire comprendre les problématiques liées à la politique et à la tribalité, va répondre à la question si les ethnies sont vraiment à la base des problèmes que connaissent les États africains. Monsieur Bidada Nouré, vous venez de la région des Grands Lacs. En 1994, le Rwanda a connu un génocide qui a frappé les esprits à l'échelle mondiale. Est-ce que le problème était un problème ethnique, comme le proclament la plupart des médias, c'est-à-dire un affrontement entre les Hutus et les Tutsis? Est-ce que ce sont deux ethnies différentes? Alors, le problème au Rwanda comme au Burundi n'est pas ethnique, il est politique. C'est l'instrumentalisation de l'ethnie. Mais il y a un paradoxe. Au Rwanda et au Burundi, contrairement à beaucoup d'autres pays africains, c'est là où on ne trouve pas des ethnies. Oui. Les Hutus, les Tutsis et les Twa parlent la même langue, ont la même culture et vivent entremêlés sur le même territoire. Donc le problème, s'il est ethnique, il n'y aurait jamais eu de guerre dite ethnique. Le problème est politique. L'instrumentalisation des ethnies est réelle ou imaginaire. C'est un problème d'idéologie. Et cette idéologie vient en premier lieu de la colonisation. Et cette idéologie a été intériorisée par les élites. Et le problème idéologique, c'est le problème politique et pas le problème ethnique. D'accord. Puisque selon vous, le problème n'est pas ethnique, mais l'instrumentalisation de l'identité, d'après ce que je comprends. L'identité au sens large, hein, la région, la langue, la religion, enfin tous ces facteurs. Quel est en fait aujourd'hui le procédé, vous qui vous occupez de la prévention des conflits, les méthodes qui peuvent permettre de prévenir le populisme, c'est-à-dire l'instrumentalisation de ces facteurs-là? Bon, il n'y a personne qui est né ethniste. Il n'y a personne qui est né raciste. Il n'y a personne non plus qui est né universaliste, humaniste. Et ça vient par l'éducation. Le facteur de naissance est un facteur de hasard. Le reste, c'est la culture familiale, la culture en termes de ce qu'on apprend à l'école, ou alors la fréquentation au niveau social. Donc c'est un problème de culture. Maintenant, là où il y a problème, c'est qu'il y a culture et culture. Il y a la culture populiste, quand on instrumentalise l'ethnie, la région, la religion, c'est-à-dire qu'on part du postulat que les différences entre les êtres humains sont source d'antagonisme, alors qu'on peut partir aussi du postulat que nos différences, c'est notre richesse. Donc, je reviens toujours sur la dimension de l'éducation, de la culture, qui est le facteur déterminant. Il faut former les gens, il faut former les populations à être des citoyens, à s'accepter comme d'abord des êtres humains et non pas en tant qu'ethnie, religion ou race. D'accord. Alors, en parlant de cette éducation,
moi j'ai envie de vous dire une chose. Éduquer les gens prend beaucoup de temps. La preuve, ça fait 50 années là, que certains pays africains ont fêté l'indépendance, hein, le cinquantenaire de leur indépendance. Mais on trouve encore dans ces pays, bien que les gens aient été éduqués, il y a des pays tels que le Gabon qui ont parlé de géopolitique, qui prônent la paix, la tolérance entre les individus. On trouve encore des risques d'éclatement ou d'affrontement interethnique. Que faut-il faire? Est-ce que l'éducation est suffisante? Est-ce qu'on peut envisager des solutions? Ou alors, est-ce que cette éducation doit être orientée sur certains axes spécifiques? Ok. Bon, après la Deuxième Guerre mondiale, en 1948, il y a eu la Déclaration universelle des droits de l'homme. Oui. Et cette déclaration venait de l'idée que le problème fondamental était le problème à la fois de l'éducation, de la culture, de science, en fait, la lutte contre l'ignorance. Et l'ignorance, ce n'est pas simplement, on pourrait parler de l'ignorance, certes, de ceux qui n'ont pas été à l'école, mais c'est aussi une question de valeurs. On a des hommes de science, on a des intellectuels qui théorisent et appliquent le populisme. Le génocide au Rwanda, par exemple, a été pensé et a été appliqué par des intellectuels. Voilà. Donc, toute la question, c'est les valeurs, n'est-ce pas, humanistes qui nous permettent de transcender les hasards de nos origines. Mais au-delà de ça, c'est aussi peut-être le programme. Les choses comme la santé, l'éducation, le travail ont été reconnus comme des droits qui devraient être généralisés à l'ensemble de l'humanité parce qu'il y a un niveau de précarité dans lequel, quand on y est, on n'est pas capable de prendre la distance, on ne peut pas réfléchir. C'est pour cela que le combat pour l'application réelle de la Déclaration universelle des droits de l'homme me semble important. La Déclaration universelle des droits de l'homme devrait être le socle commun de valeurs à l'ensemble de l'humanité. En parlant vous dites de la précarité, je pense à un exemple, Madagascar. Madagascar ne compte pas parmi les pays les plus riches au monde. Au contraire, c'est un pays où la précarité est présente. Mais est-ce que pour autant il y a des problèmes entre les différentes communautés? On voit à Madagascar les uns plus africains, les autres plus asiatiques jaunes, les autres plus asiatiques bruns, hein, comme des Indiens et les autres comme des Chinois. Est-ce que ce facteur, c'est-à-dire la précarité, est suffisante pour expliquer les conflits ethniques? C'est pour cela que je dis que si le problème de l'Afrique était le problème ethnique, il n'y aurait pas d'Afrique, parce que l'Afrique est pleine d'ethnies. Finalement, les problèmes ethniques se posent là où il y a des organisations politiques qui instrumentalisent négativement les différences. Le problème, ce n'est pas nos différences. Nos différences, c'est aussi notre richesse. Il y a des préjugés dans la société qui peuvent être instrumentalisés par les mauvais pouvoirs. Il y a, même quand il n'y a pas de différence, comme au Rwanda et au Burundi, où les populations ont la même culture, la même langue, et qui vivent entremêlées, ou en Somalie, où il y a la même religion, où l'ensemble du peuple parle le somal, on voit qu'il y a des guerres. Donc le problème est politique, pas ethnique. D'accord. Alors, si le problème est politique, il faudrait peut-être mettre l'accent plus vers le politique. Et à ce moment, je vais me permettre de vous poser une question vraiment politique. Est-ce qu'on ne peut pas, au lieu d'essayer d'insister, de changer les individus, hein, les amener à plus de tolérance, à les éduquer, parce qu'on trouvera toujours quelqu'un, vu le niveau d'ignorance qui prévaut, comme vous l'avez dit, et la précarité, quelqu'un qui viendra tirer parti de la situation. Est-ce qu'on peut penser plutôt, au lieu de changer l'homme, mais essayer de mettre en place des dispositifs purement institutionnels, organisationnels, qui limiteraient ces frottements, ces chocs entre les individus? Je pense, en vous le disant, à la Suisse par exemple, qui a 4 communautés différentes. Depuis 400 ans, il n'y a pas de conflit. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Il y a quelque chose qu'on appelle la volonté de vivre ensemble. Oui. Il y a aussi la culture politique. Oui. En Afrique du Sud, prenons le cas de l'Afrique du Sud, oui. Durant l'apartheid, il y avait la hiérarchisation des différentes communautés. Au sommet, vous aviez les Blancs, après oui. Les Métis, les Indiens, les Noirs en bas. Maintenant, on appelle l'Afrique du Sud le pays arc-en-ciel. On considère que les différentes communautés, c'est la richesse de ce pays. Vous voyez, donc encore, et on peut aussi
Et justement parce que vous parlez de dispositifs, je suppose que vous voulez parler d'institutions, oui. Il faut faire en sorte que le pouvoir politique soit proche des citoyens. Je pense qu'en Suisse, effectivement, c'est une fédération, si je ne m'abuse pas. Oui, et c'est vrai qu'en Afrique, il y a parfois d'immenses pays où le pouvoir est centralisé et au niveau local, les citoyens n'ont pas grand-chose à dire, où les pouvoirs sont très lointains. Effectivement, la décentralisation des pouvoirs et le fait de faire en sorte que la parole des citoyens, les intérêts des citoyens là-bas soient pris en compte, c'est indispensable pour la paix. D'accord. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faudrait, vous avez parlé là des types de régimes, on va dire, des organisations politiques fédérales, et puis d'autres qui sont très centralisées. Est-ce qu'il faut apporter une solution organisationnelle au plan politique? Alors, on va dire que c'est variable. Travaillez-vous sur ces sujets-là? Alors, on va dire que c'est très variable. Tout dépend dans quel pays on travaille. Le cas du Nigeria, par exemple, qui est un pays immense et qui est justement une fédération, n'est-ce pas? Et très différent d'un pays comme la RDC, effectivement, qui n'est pas une fédération et où les dirigeants ont d'ailleurs très peur, justement, de tout ce qui est la fédération, la décentralisation à cause d'un précédent dans le passé, des tentatives de sécession. Oui. Mais je pense qu'il est extrêmement important justement de faire en sorte de toutes les façons qu'il y ait décentralisation, pas simplement dans les grands pays comme la RDC ou le Nigeria, même dans des petits pays comme le Burundi et le Rwanda, et toutes les réformes qui permettent au pouvoir d'être beaucoup plus proche des citoyens, vraiment sont les bienvenues, sont très importantes. Bon. Monsieur Bidada Nouré, votre passage ici nous a permis d'apprendre beaucoup de choses sur l'influence en fait des politiques dans les conflits entre les communautés, l'instrumentalisation. Mais nous avons 13 minutes et je vous remercie d'être venu nous rendre visite et nous proposer vos solutions, vos réflexions sur ce thème qui intéresse beaucoup le continent africain. Je vous remercie.